Monsieur Mozo, une question simple. Pourquoi le président Paul Kagame n'a-t-il pas livré un seul Tutsi au TPIR? On n'a jugé que des Hutus. Alors que les rapports disent clairement qu'il y a aussi des Tutsis qui ont pu se rendre coupables. Parce que le TPIR s'occupe du génocide. Les crimes qui peuvent... Il y a beaucoup d'autres crimes. Il y a des Tutsis, il y a des officiers, des soldats qui sont en prison, qui ont été même exécutés pendant la guerre parce qu'ils s'étaient adonnés à des crimes. Ça, c'est reconnu, il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a pas de doute. Mais maintenant, le TPIR juge le génocide. Les auteurs du génocide. Bien sûr. Et pas seulement, hein, il y a quatre, il y a crime de guerre, il y a crime contre l'humanité, c'est pas que le génocide. Même les génocidaires, ils ont pas, même les génocidaires. Le pays est précis sur cette question-là. Très rapidement. Vous avez dit que ça fait 30 ans, donc je pense que vous devez quand même connaître les dossiers aussi simples. Ça fait, le mandat du TPIR était de juger les crimes, tous les crimes commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. C'était la raison. Le TPIR a été institué par une résolution du Conseil de sécurité et son mandat était précis. Quand Madame la procureure Carla Del Ponte a essayé de faire des enquêtes sur les crimes du FPR. Il y a eu des bâtons dans les roues. Et même récemment, la juge canadienne, Louise Arbour, qui était procureure, a reconnu que Kagame avait tout fait pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Et quand les enquêteurs des Nations Unies ont enquêté sur cette affaire-là, parce que j'ai discuté avec deux d'entre eux, ils ont dit que l'élément déclencheur du génocide, l'attentat, avait été commis par Kigali. Quand ils ont trouvé des témoins qui attestaient cela, vous savez ce qui s'est passé ? On leur a demandé de mettre fin à l'enquête et ils ont été dessaisis et cette enquête n'a jamais eu lieu. Donc, fantasme qu'on invente. Le juge Trévidic a été à Kigali, il a fait des analyses balistiques. Pourquoi on veut enterrer son enquête? Non, on n'a jamais enterré l'enquête du juge Trévidic, mon cher. Mais suivez ce dossier parce que je le connais très bien. J'en parle d'ailleurs dans ce livre-là. Le dossier du juge Trévidic n'a jamais été enterré. Le juge Trévidic, il y avait un avis judiciaire qui avait été émis. Il y avait un rapport préliminaire qui avait été émis sur l'origine du tir du missile. C'était juste ça. Et les agents du FPR et des journalistes peu rigoureux ont voulu faire dire un rapport ce qu'ils ne disaient pas. C'est ça, de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, on va laisser le journaliste conduire le débat. Il a montré que l'origine du tir, c'était dans le cadre de la garde présidentielle de Habyarimana. Probablement, on ne peut pas dire. Non, c'était probablement. Oui. Il y a quand même un flou de la part des autorités françaises. Il y a le juge Bruguière qui a mené une enquête il y a quelques années, qui d'ailleurs n'a jamais mis les pieds au Rwanda, qui a donné sa version des faits. C'était le FPR de Paul Kagame qui aurait tiré sur l'avion d'Abiyaramana. Maintenant, aujourd'hui, il y a une enquête du juge Marc Trévidic qui n'a pas les mêmes conclusions. Lui, il est allé au Rwanda, qui n'a pas les mêmes conclusions que le juge Bruguière. Donc tout ça reste encore très flou. Sur l'histoire Trévidic, c'est pas qu'il n'a pas les mêmes conclusions, c'est qu'il ouvre, les possibilités. C'est-à-dire, ça peut être le FPR, ça peut être le Hutu. Mais il a l'air quand même plutôt de pencher vers les extrémistes Hutus. Il se trouve que la presse française a donné entièrement la parole aux avocats de Paul Kagame dans cette affaire et que c'est la version qui a envahi littéralement les médias. Vous êtes très prudent maintenant, Monsieur Bourman, mais avant l'enquête Trévidic et l'expertise balistique, vous accusiez directement le FPR d'avoir commis l'attentat. Sur quelle source et sur quelle base? Quand j'étais au Rwanda en 95, j'entendais dire ça partout. C'était simplement revendiqué par tout le monde là-bas. Beaucoup de rumeurs et beaucoup de chiffres un petit peu fantaisistes. Et puis par ailleurs, puisque vous me posez la question, c'est une impression, un sentiment. Je n'ai aucune conviction en la matière. Naturellement, j'attends les résultats. Non, c'est pas nouveau. J'attends les résultats de l'enquête. Il se trouve, je soumets ça à l'appréciation générale. Il se trouve que 20 ans après, tous les gens qui viennent accuser un groupe particulier d'avoir commis l'attentat sont tous des proches de Kagame qui viennent accuser... Vos déclarations précédentes sont sur Internet, tout le monde peut les voir. Oui, ils viennent tous accuser Paul Kagame d'avoir commis l'attentat, et de l'autre côté, aucun. Donc il y a en effet un déséquilibre qui tend vraiment vers... Oui, je pense tout simplement que M. Dupaquier doit quand même... Il faut que les gens sachent que M. Dupaquier est un militant du gouvernement rwandais. C'est un activiste très important de ce gouvernement. Et je pense tout simplement que le travail du juge Bruguière n'est pas le travail d'un militant, c'est le travail d'un juge d'instruction qui, même si par la suite il a pu s'engager aux élections présidentielles, aux élections législatives, ça n'a aucune importance et aucune incidence, puisque le travail
travail qu'il a fait, le travail d'investigation qui a été fait en amont. Et j'ajouterais tout simplement que la situation, il n'est pas normal qu'on demande de fermer les yeux ou de les ouvrir en ce moment ou hier. Il s'agit simplement de 2 chefs d'État africains qui ont été abattus et avec 3 Français. Et je ne pense pas que ces victimes sont méprisables parce que je tiens à rappeler qu'une des veuves françaises dont le mari a été tué dans cet attentat est traumatisée à vie. Et donc je pense que dans ce type de situation, il est tout à fait normal que le président Kagame, qui lui-même est l'ordonnateur de cet attentat, puisque j'ai pu le prouver, je l'ai démontré, et je pense que contrairement à ce que veut faire croire M. Dupaquier, le gouvernement rwandais est impliqué dans cet attentat, je l'ai prouvé, je l'ai démontré, et je pense que lorsque M. Kagame a porté plainte contre moi devant les juridictions françaises, 48 heures avant le procès, il a retiré sa plainte. Je pense que c'était un aveu tout à fait clair de son rôle et de ses Paul Kagame en tout. Je m'inscris en faux contre évidemment tout ce que vient de dire et surtout les attaques personnelles de M. Onana qui représente ses amis du tribunal d'Arusha, dont les livres représentent ses amis du tribunal d'Arusha. La vérité, c'est que derrière tout ça, il y a un enjeu qui est complexe, c'est l'affaire du génocide. 94, de la France. vous disiez l'un et l'autre, la France et le Rwanda qui se renvoient quand même la responsabilité. Non, il faut clarifier les choses. Dans cette histoire, le 6 avril 1994, un avion a été abattu. Et cet avion a été abattu sur l'ordre du président Kagame, avec des membres de son équipe, donc il faisait partie de sa garde rapprochée. Et je dois rappeler qu'aujourd'hui, les Espagnols, la justice espagnole, qui n'est pas politiquement impliquée au Rwanda ou dans la région, a mené des investigations depuis 1990. Et M. Kagame et tout son entourage est encore impliqué dans le massacre, non seulement des prêtres espagnols, parce que je dois vous rappeler que j'avais découvert moi-même qu'un document du consulat d'Espagne à Dar es Salaam attestait que le président Paul Kagame avait demandé de faire assassiner le prêtre M. Valmajo, qui était un témoin gênant de cette affaire, et M. Valmajo le père Valmajo a été tué parce qu'il avait été témoin des massacres qu'avait commis le FPR. Et c'est comme ça que le FPR élimine tous les témoins depuis plusieurs années qui ont quelque chose à voir. Donc je rappelle aussi que son propre ancien ministre de l'Intérieur, M. Setse Dashonga, a été assassiné à Nairobi parce qu'il s'apprêtait à livrer des informations. On ne peut pas refaire l'histoire de ce génocide, il ne nous reste pas le temps, mais en revanche, ce qui est important aussi aujourd'hui au regard de cet incident diplomatique, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, on l'a dit, un soutien de très appuyé à M. Kunda. Et je tiens à rappeler que depuis 1997, M. Kagame a envahi l'Est du Zaïre en prétextant que l'Est du Zaïre était habité par des interarmés, c'est-à-dire des miliciens. Aujourd'hui, la preuve est éclatante, et que M. Kunda lui-même a reconnu qu'il était appuyé par le Rwanda et que le Rwanda reconnaît aujourd'hui appuyer M. Kunda. Donc c'est un diamant. Nous avons un de nos confrères a justement posé la question au président Paul Kagame sur l'implication du Rwanda au Congo. On voit la réaction du président Paul Kagame, on en parle après. Je ne sais pas, je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît. Monsieur Mbeko, quelle est la réalité de l'infiltration et de la déstabilisation rwandaise en RDC? L'implication du Rwanda au Congo est le secret de Polichinelle le mieux gardé. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a des dizaines de rapports des Nations Unies et d'ONG qui attestent cela, qui montrent clairement que l'armée rwandaise est impliquée au Congo. Il y a des anciens proches collaborateurs du président Kagame qui ont travaillé avec lui et qui étaient impliqués dans cette entreprise-là, qui sont en exil aujourd'hui, qui l'ont confirmé. C'est très connu que le Rwanda déstabilise le Congo. Le problème du Rwanda aujourd'hui, pour revenir d'ailleurs à votre question, Président, c'est que Kagame a compris l'importance de la com. Kagame passe par une école militaire américaine où on forme les gens aux techniques de propagande, fabrication des esprits, des consentements. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait le rôle de Kigali. Depuis 1996, le Rwanda déstabilise continuellement le Congo. Tous les mouvements rebelles qu'on présente comme étant des mouvements congolais sont en fait des mouvements pilotés depuis Kigali. Vous pensez que l'ancien Kagame est derrière le M23 par exemple? L'ancien patron des services secrets rwandais, Patrick Karegeya, assassiné en Afrique du Sud par les hommes de Kigali. Il n'y a pas longtemps, 2014, donc vive la démocratie pour le démocrate Kagame, a très bien dit, on a eu tous les groupes rebelles
sont pilotés de Kigali. Il a même dit ceci, on a le M23 aujourd'hui, demain on aura le M57. C'est dire à quel point le Rwanda est impliqué. Et les rapports des Nations Unies l'attestent très bien. Ça, on ne peut même pas le nier. Et c'est curieux de voir le président Kagame nier un fait qui est reconnu. Il faut rappeler d'ailleurs que si Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir en 1997, le père de l'actuel président, exactement, c'était grâce au Rwanda, qui était soutenu par l'Ouganda et le Pentagone. En 1998, quand Kabila a refusé de respecter les accords conclus avec le Rwanda, il y a une seconde guerre. À partir de ce moment-là, le Rwanda a commencé à instrumentaliser des groupes armés à l'est du Congo qu'on présentait comme étant des groupes rebelles congolais, mais qui étaient en réalité des éléments purement rwandais. Le rapport des Nations Unies de 2002, oui, dans son rapport, dit clairement ceci. L'armée rwandaise a réussi, grâce à des milices dans le RCD Goma, placées à l'est du Congo, à injecter entre 35 000 et 50 000 hommes de troupes à l'est du pays. Vous êtes géopolitologue, dites-moi pourquoi les autorités congolaises ne réagissent pas? Mais il faut comprendre aujourd'hui que le Congo vit une réalité assez surprenante, et d'ailleurs cela va surprendre vos téléspectateurs dans la mesure où l'actuel président de la RDC est un élément de l'armée patriotique rwandaise. Je vous laisse la responsabilité. Non, ce n'est pas moi qui le dis, la personne qui le dit s'appelle Laurent Kunda Batware. Il dit ceci, qui est un homme de Kigali et qui est actuellement à Kigali. Une autre personne a donné des précisions sur ce... Qui a un mandat au dos. Exactement. Un autre personnage. Et qui est en résidence surveillée. Étrangement, mais qui n'a jamais été extradé au Congo. Un autre élément important, c'est James Kabarebe. James Kabarebe explique dans Jeune Afrique comment il a appris le métier des armes à l'actuel président du Congo. C'est-à-dire que la RDC aujourd'hui fait face à une situation assez délicate dans la mesure où elle est attaquée de l'étranger et au sein des institutions au sein civiles et militaires congolaises, il y a des éléments qui sont de connivence avec le Rwanda et cela a été amplement documenté. Monsieur Mbeko, nous parlons quand même d'un pays, le Rwanda, qui a connu un génocide très violent qui a fait de nombreux morts. En 1994, il va sans dire effectivement que des Rwandais ont pu partir, ont pu s'exiler en RDC. Pourquoi considère-t-on aujourd'hui que c'est de l'infiltration ou de l'occupation? Non, il faut être précis. Oui, très rapidement. En 1994, il y a un génocide. Oui. Il y a des massacres au Rwanda. Ce massacre a lieu en partie à cause de Paul Kagame. Ça, c'est amplement documenté. Il y a même le rapport 2000 de l'Organisation de l'Unité africaine. Il y a des réfugiés rwandais qui se retrouvent à l'est de la RDC. Oui. En 1996, il y a une guerre d'invasion. Kagame prétend vouloir protéger les frontières de son pays et envahir le Congo. Étrangement, on va massacrer près de 400 000 personnes. Et il y a le rapport mapping qui l'atteste aujourd'hui des Nations Unies. On va massacrer près de 400 000 personnes. Au lieu de s'arrêter à l'est du Congo, ils vont foncer jusqu'au Zaïre. Ce qui prouve que l'intention n'était même pas, en fait, de s'arrêter à l'est du Congo. Et dans mon premier livre, je reproduis un document dans lequel il est clairement établi que l'objectif c'était le Zaïre. Pourquoi? Parce que derrière le projet rwandais, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les pays qui vont soutenir Kagame dans sa politique macabre dans la région des Grands Lacs. Une fois Mobutu renversé, Kagame a ses hommes stationnés à l'est du Congo jusqu'à la capitale, puisque l'actuel ministre de la Défense du Rwanda était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Pourquoi vous ne nous expliquez pas, pendant qu'on y est, pourquoi le président Joseph Kabila ne fait rien? Parce qu'il est suspecté d'être de connivence avec le Rwanda. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur la question des rebelles Hutus. C'est très important, la question des rebelles Hutus. Oui. Chose étrange, Kabarebe était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Étrangement, ils n'ont jamais cherché à régler la problématique des rebelles Hutus à l'est du Congo. Ils s'étaient stationnés au Congo pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils ne l'ont pas fait. Quand il y a la seconde invasion en 1998, ils ont été stationnés pendant plus de 4 ans. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que la présence des soi-disant génocidaires à l'est du Congo sert de prétexte parfait à la déstabilisation du pays et à son pillage. Parce qu'il faut rappeler que le Rwanda est devenu le premier producteur mondial de coltan. Tout à fait. Alors que la grande partie de ce minerai se trouve à l'est du Congo. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi on s'obstine à ressasser le passé. On s'obstine parce qu'il y a 6 millions de morts. Les Congolais aujourd'hui sont 6 millions de morts et ils n'ont jamais fait du mal à un seul Rwandais. Donc on ne comprend pas pourquoi depuis 1997, plus de 6 millions de Rwandais ont été abattus par FPR sans que personne ne réagisse et sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Vous dites n'importe quoi. Le rôle géopolitique de Paul Kagame s'est précisé au fil des années. Il est un acteur important des stratégies anglo-américaines et israéliennes en Afrique centrale.
C'est pour cette raison que les crimes de FPR dans la région sont occultés au nom du génocide des Tutsis.